J'ai cru comprendre que dans cette agglo, on essayait d'être au maximum en proximité avec ses habitants. Alors, on a listé un certain nombre de thématiques fortes et on va voir en quoi vous avez été soit acteur, soit bénéficiaire justement de cette politique d'agglo. David, alors avec vous, on va parler d'un collectif de lutte contre les discriminations qui est en gros composé d'acteurs locaux du territoire. C'est une politique largement soutenue par l'État. En plus, vous avez été en 2017, enfin l'AGLO a été retenu site expérimental à l'échelle nationale. Alors David, vous êtes membre d'une association importante dans le Nord-Pas-de-Calais, mais qui a une antenne ici aussi, c'est la Sauvegarde du Nord, qui intervient en gros sur tous les champs sociaux. J'ai su, parce que j'ai fait ma petite enquête, que vous étiez déjà quelqu'un de très investi sur le territoire. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de rejoindre ce collectif? Je vais vous chercher un micro, ça sera plus simple. Parmi vos nombreux engagements qui existent dans votre boulot et hors de votre boulot, pourquoi vous vous êtes investi dans ce collectif? Alors effectivement, donc je suis juriste et je reçois énormément de public, notamment dans les quartiers de Maubeuge. Et c'est vrai que j'ai souvent à faire face à un public très fragile. Et j'ai effectivement vu que ce public avait besoin d'aide. J'avais donc envie de contribuer en fait à la création d'un lien social. Et notamment, j'ai souhaité contribuer effectivement à lutter contre les inégalités en fait, qui sont quand même assez importantes. Alors, par rapport à d'autres dispositifs, qu'est-ce que ce collectif apporte de particulier et pourquoi justement vous vous y êtes investi? Alors, le collectif a été initié sous effectivement l'impulsion de Madame la vice-présidente de l'agglomération, qui est très investie effectivement dans ce collectif et qui a permis l'émergence de nombreux projets. Et notamment la semaine de lutte contre les discriminations, qui était une semaine très riche, très enrichissante, puisqu'elle a permis de réunir tous les acteurs effectivement du territoire et émerger plein de projets, notamment sur la sensibilisation de lutte contre les discriminations. En sachant, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, effectivement, donc le collectif est maintenant reconnu au niveau national, puisqu'il a été retenu site expérimental, mais je pense qu'il a également maintenant une dimension un peu plus grand, puisqu'il a été reconnu, pour moi, il a une valeur internationale, puisque nous nous sommes déplacés effectivement à UNIA, qui est le centre interfédéral de l'égalité des chances à Bruxelles, et un partenariat est en train d'être créé entre le collectif, l'agglomération et le réseau UNIA. Et vous-même, vous animez des ateliers en milieu scolaire, hein, parce que c'est là que ça commence, hein, enfin, où l'effort de sensibilisation est évidemment majeur. Alors effectivement, oui, je participe à des sensibilisations dans le milieu scolaire, mais pas que le milieu scolaire. Donc en sachant que j'ai participé dans le cadre de la lutte contre les discriminations, de la semaine de lutte contre les discriminations dans différents collèges, dont celui d'Aulnoy-Emery, de Maubeuge Alors on sent très clairement, hein, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais qu'au-delà de votre job, votre métier au quotidien, il y a vraiment un engagement. Mais quand on lit collectif de lutte contre les discriminations, on se dit que la tâche est immense. Comment on obtient des petites satisfactions au quotidien dans son engagement? C'est quoi presque le dividende de l'action? Alors cet après-midi, justement, j'ai eu une satisfaction, puisque dans le cadre d'une sensibilisation du public, notamment d'un quartier politique de la ville, effectivement, on a permis de leur démontrer ce qu'était réellement une discrimination, et leur faire prendre conscience de ce que c'était, et notamment qu'elles étaient liées fortement aux stéréotypes et aux préjugés. Et à la fin de cette intervention, effectivement, le public nous a dit mais c'est vrai qu'on n'avait pas conscience de cela, en fait. Et rien que leur faire prendre conscience qu'effectivement il existe ces discriminations, pour moi, c'est déjà... Des petits gestes qui mis à bout 40 acteurs locaux dans le collectif. C'est 1600 personnes formées à la lutte contre les discriminations, 165 conseillers citoyens bénéficiaient de formations par l'agglomération. Pour vous et pour tous les autres. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, parmi les missions classiques d'une agglo, il y a la politique locale de l'habitat. Et parmi ces politiques, il y a aujourd'hui un focus particulier qui nous touche particulièrement dans la région, c'est la lutte contre la précarité énergétique.
L'objectif, c'est bien sûr de réhabiliter des logements qui sont particulièrement énergivores sur notre territoire, où la consommation, juste un chiffre, hein, et la consommation énergétique des ménages est 10% plus élevée qu'à l'échelle nationale. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des aides qui sont destinées aux propriétaires de logements. Et ça, Monsieur Delot, vous l'avez un peu découvert. Voilà, prenez un micro. Merci de le mettre bien proche de votre bouche. Comment vous avez découvert que vous pouviez avoir des aides pour réaménager votre logement qui était particulièrement énergivore? Ben, j'ai découvert ça à l'occasion du Salon de l'Habitat, auprès du service du Calpac, qui est partenaire de l'Aglo, et qui m'ont expliqué que je pouvais, en tant que propriétaire, obtenir des aides pour améliorer mon logement. Alors vous étiez parti sur un projet assez modeste au départ. Hein. C'était Tout quoi? à fait. Changer les fenêtres et les portes, en gros? Tout à fait. Nous Voilà. étions partis. Quel était le budget envisagé à l'époque? À l'époque, il était de à peu près 10 000 euros. D'accord. Et qu'est-ce que vous a permis le complément, le mot est faible, de l'aglo? Il m'a permis de doubler mon budget pour pouvoir également changer ma chaudière et refaire mon isolation de combles perdus. Alors il y a des gens qui sont toujours pas convaincus hein, que tout ça sert à quelque chose. Vous avez fait ça il y a quoi? 3 ans à peu près? Oui, il y a maintenant 3 ans, oui. Résultat concret, je ne sais pas moi, sur la facture de gaz par exemple? Le résultat concret, c'est à peu près plus ou moins 25% en gaz, ce qui représente plus ou moins 300 euros par an. 300 euros d'économie par an. Tout à fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cet accompagnement autour de la recherche de performance énergétique, aujourd'hui vous êtes aidé par une autre personne à l'aglo, un autre service, autour de l'autonomie, et c'est d'autres travaux qui concernent votre maison. C'est intéressant ça, parce que ça montre qu'il y a vraiment une proximité de l'aglo autour de la personne, autour de votre famille. Exactement. Bon, suite après mes économies d'énergie, nous avions envisagé de modifier un peu la salle de bain pour pouvoir rester à domicile dans l'avenir, étant donné que nous vieillissons. Et il s'est avéré que je pouvais encore obtenir de l'aide pour le maintien à domicile. Et j'ai monté un dossier qui est en cours. Super. Bon, il y a quelques... C'est peut-être l'occasion le soir tout à l'heure au cocktail pour voir si votre dossier avance peut-être. Non? Il est pas mal avancé. J'en remercie d'ailleurs le personnel de l'aglo comme du Calpac qui m'ont bien aidé pour monter les dossiers. Merci beaucoup. La famille Richard Delot n'a pas été seule à être accompagnée, puisque aujourd'hui, c'est 625 familles qui ont été accompagnées, des familles propriétaires, 12 millions de travaux générés et 1,8 million de la part de l'aglo. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci pour votre témoignage. Merci à tout le monde. Alors, ça fait partie aussi du métier de l'aglo, hein, c'est de travailler sur l'aménagement du territoire au sens large du terme. Il y a un outil qu'on appelle le plan local d'urbanisme intercommunal. On ne va pas vous faire un cours d'aménagement du territoire. Mais l'intérêt de ce nouvel outil, c'est qu'il va regrouper un peu tous les PLU qui se baladaient dans les territoires pour essayer de donner un peu de cohérence. Et ça va permettre de travailler sur... évidemment des axes très importants qui sont reconquérir les centres urbains, avoir une offre de logement bien sûr adaptée à la démographie qui évolue, c'est attirer de nouvelles entreprises et stimuler l'entrepreneuriat, et puis bien sûr, et c'est particulièrement vrai pour nos territoires et le vôtre en particulier, c'est travailler sur son attractivité. Mais nous sommes dans le pays de l'administration et parfois les documents administratifs produisent des effets inverses de ce pourquoi ils ont été conçus. Je vais vous raconter l'histoire. Vous avez eu le teasing, on fait monter les choses. Olivier, merci d'être avec nous. Olivier Ducarde, vous êtes agriculteur. Et vous aviez pour projet, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui s'arrêtent, de reprendre l'exploitation familiale. Donc déjà, bravo pour ça. Merci. Mais vous vouliez vous apporter votre touche personnelle. Comment vous avez voulu faire évoluer cette exploitation? Alors, pour faire évoluer mon exploitation, j'ai dû... faire des bâtiments, un bâtiment d'élevage et un bâtiment de transformation fromagère. Donc au moment de réaliser les permis de construire, on s'est aperçu que la zone autour de la ferme était une zone naturelle, donc inconstructible. Alors que normalement c'est une zone agricole, zone A, afin de pouvoir faire des bâtiments agricoles.
Et ce qui est intéressant, c'est que pourtant, le côté développement durable, vous y êtes très sensible, puisque justement, vous vouliez que votre ferme devienne bio, Voilà, c'est ça? en bio. Et ce bâtiment, l'objectif, c'est vous voulez être producteur de fromage. Transformation, ouais, producteur Notez de bien, hein, fromage. parce que ça va être un des meilleurs maroilles de la région dans quelques mois. Et Merci. donc, zut, vous n'êtes pas dans la bonne zone. Donc, Voilà. en général, c'est le début du casse-tête administratif. On va Oui, pousser c'est- une porte et là, on dit, bah oui, mais monsieur, vous n'êtes pas dans la bonne zone. Pas du tout. Vous avez Voilà. poussé la porte et là, vous avez eu au contraire Voilà. beaucoup d'écoute. Racontez-nous. Oui, donc avec le maire de Berlaymont et puis un conseiller de la Chambre d'agriculture, on s'est tourné vers la communauté de communes. Donc on a eu un conseiller qui nous a monté un dossier afin de corriger cette erreur, en prouvant qu'avec des justificatifs que l'exploitation était toujours elle était toujours Viable, en fait. Hein. viable, Ouais, oui, elle fonctionnait bien. elle fonctionnait, quoi. Mm. Donc, il a monté un dossier afin de faire changer la zone en zone A, tout autour de la ferme. L'objectif, c'était de se dire, on privilégie quand même le fait qu'une exploitation continue, c'est le développement économique qui est capital dans ce Voilà. dossier. Voilà. Et du coup, ça y est, c'est Alors, parti. Voilà. Donc, C'est du quoi les coup- prochaines étapes? Du coup, j'ai eu mon permis de construire, donc je vais attaquer les travaux cette année. Après, donc, j'ai fait des demandes de subventions. Mhm. Et voilà, donc je suis en plein baume. Et donc, ce sera quoi? Maroilles, quelques petits... Alors, C'est il quoi y vos aura du maroilles, parce que je suis dans le territoire Ouais. du maroilles. Il y aura du fromage blanc, du fromage pour faire des rôtis, du fromage à graisser, comme on dit chez nous, du yaourt, du beurre. Il y aura de la boulette, c'est un fromage local aussi. Et vous êtes installé où pour qu'on sache qu'on note tout de Donc suite c'est l'adresse? sur Berlaymont. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. On peut vous applaudir et vraiment vous encourager pour la Merci. suite. Voilà, c'était un des exemples, mais deux, trois chiffres. L'urbanisme aussi pour la collectivité, c'est 241 permis de construire, 521 déclarations préalables et, comme vous, 138 agriculteurs rencontrés dans le cadre du PLUI. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va parler musique. Ça y est, Lilou, c'est à toi. Alors, on va parler musique parce que j'ai cru comprendre, et on est dans un haut lieu de la culture nationale, ici, que la culture, évidemment, c'est extrêmement important dans cette agglomération, dans ce territoire, mais la culture au sens très large du terme, la culture partagée, la culture pour tous. Et c'est vrai que l'accès à la musique, et en particulier à la musique classique, c'est pas forcément un parcours facile. Il y a un dispositif en France qui est assez extraordinaire, qui s'appelle DEMOS, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. L'idée, en fait, c'est de faire entrer les enfants dans la musique à travers l'orchestre et en les accompagnant en termes de formation et même de prêt d'instruments. Parce que l'accès à la musique, c'est pas si évident que ça. On va commencer par la maman Lilou. Marie-Cécile, vous aviez, comme beaucoup d'entre nous, une première expérience musicale, genre désastreuse, Pas le très- solfège Voilà, c'était horrible. et le pipeau, quoi. En gros, Oui, c'était ça. en fait, quoi. il y a longtemps. Hein, Oui, c'était une autre époque. Ouais. Voilà, il fallait savoir par cœur de nombreuses feuilles Ouais. de solfège avant de pouvoir espérer toucher un instrument de musique. Et le fait est que quand on nous en a parlé, j'ai dit ouais, vous êtes sûr la musique classique? Je suis pas sûre, moi. Alors, comment vous avez eu accès très concrètement à ce dispositif? On a été contacté parce qu'en fait, Lilou participait à un atelier, enfin l'aide aux devoirs, 2 jours semaine. Ouais. Et le fait est que on nous a dit voilà, il y a ce projet qui va se monter au sein de la communauté et c'est l'aglo qui le finance, qui fait tout. Donc il y a eu une réunion d'information. On nous a expliqué tous les avantages qu'elle pourrait en tirer, que ce soit par rapport à sa scolarité, pour l'apprentissage d'un instrument de musique. Et c'est vrai que sur le coup, on n'était pas forcément très chaud. Et après discussion et des échanges, et finalement, elle a dit bah ouais, finalement, je veux le faire. Et puis nous, on lui a dit bah allez, vas-y, lance-toi. Et pour le coup, elle aime bien et elle s'accroche. Ça, c'est elle qui va nous le dire, Lilou. C'est 2 fois par semaine en plus, hein, c'est pas rien. C'est quand? C'est le mardi et le jeudi. D'accord. Et alors, toi, tu as fait le choix d'un instrument. C'est lequel? Le violoncelle. Wow. Et comment ça t'est venu? T'as vu des violoncellistes à la télé ou... Yann Elfine, il a un violoncelle et
il me plaît beaucoup, donc je veux un violoncelle, moi. Ouais. Et donc, tu commences à travailler ton instrument, etc. Oui. Et il y a un objectif, là, autour du mois de juin-juillet, c'est quoi? C'est un concert. Waouh. Au bout de quelques mois d'apprentissage et de cours. Et si j'ai bien compris, tes parents, ils sont pas du tout obligés de te pousser hein, pour y aller. Tu vas vraiment, c'est un vrai plaisir. Mm. Ouais. Tu as le droit de le dire ou pas hein, c'est Bah pas oui, hein. Oui, hein, c'est vrai. Et je vais redonner la parole à ta maman. C'est que, on va parler un peu sous. C'est vrai que un violoncelle, c'est quand même un très bel instrument, très cher. Là, donc, dans le dispositif, il est en prêt, hein, mais demain, elle pourra le ramener à la maison, hein, si j'ai bien compris. Et vous êtes accompagné pour les cours. Oui. C'est ça. Ça, Sur quoi, à peu près 3 ans, c'est ça le... En fait, c'est aussi un engagement Bien de sûr. sa part et de notre part, parce que ça se passe sur 3 ans. Et donc, pendant 3 ans, elle participe à des tutis régulièrement. Et en fait, ils apprennent à jouer de la musique, mais de façon ludique, ce qui n'a rien à voir avec ce que nous, on apprenait. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Il y a des rythmiques. Alors, on s'est retrouvés des fois le soir à reproduire des chorégraphies avec sa petite sœur, le papa, la maman, qu'elle avait appris et qu'elle voulait nous montrer et elle voulait qu'on les fasse avec elle. Donc, c'est des petits moments assez sympathiques. Et le boléro de Ravel, c'est... On ne connaissait pas, maintenant on connaît bien. C'est le quotidien maintenant Voilà. pour vous. C'est extraordinaire cette histoire. Et on a juste fait un calcul hein, à peu près. Sur 3 ans, un instrument de ce type-là, les cours, c'est un investissement de 10 000 euros. Quoi. Ouais. Clairement, c'était un pas choix. nous, on n'aurait pas Ouais. pu lui financer. Ça, c'est une chance qu'elle a de pouvoir faire d'un instrument de musique et qu'elle apprenne à en jouer, même pour la suite de ses études. C'est vraiment quelque chose de bien. Lilou, est-ce que tu pourras nous dire quand c'est ton concert pour qu'on puisse venir te voir là? C'est le juin, mais je sais pas quel jour, faudrait que je regarde sur le papier. Ok. Et ça va, t'as pas trop le trac là? Bon, maintenant que t'as parlé devant 1200 personnes, ça va être facile. Hein. Bah ouais. Vous souviendrez de Lilou si un jour vous la voyez à la télé dans un concert ou un quatuor, parce qu'elle nous a parlé du quatuor, pourquoi pas. Des enfants comme Lilou, il y en a eu 105 accompagnés, c'est 268 000 euros investis par l'Aglo. Merci et longue vie à toi Lilou. Hein, merci. sur la route de l'excellence. Alors, docteur, ça fait chier, hein. Sabrina Séchin, ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous êtes médecin généraliste sur le territoire? Oui, excusez-moi. Oui, ça fait exactement 20 ans, tout juste. Et alors, en plus de votre boulot, parce qu'on sait que médecin généraliste, c'est quand même beaucoup d'implications, vous avez décidé de vous investir pour essayer de capter de futurs médecins et les inciter à venir ici. Pourquoi déjà? Pourquoi à titre personnel vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? Parce que ça devient une nécessité pour plusieurs raisons. En fait, on est maintenant quelques-uns et de plus en plus dans la région à être devenus maîtres de stage. C'est-à-dire que c'est la faculté de médecine de Lille qui nous propose une formation tout à fait accessible pour les médecins généralistes, une formation de pédagogue. Et ça nous permet ensuite d'accueillir des médecins issus du CHR de Lille en toute fin de cursus universitaire. Et on les accueille au sein de notre cabinet dans des conditions optimales d'exercice. Et ils sont très vite autonomes. Et en fait, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, ils nous ramènent les dernières recommandations. Ils sont encore relatés par les cas assez spéciaux du CHR. Et puis, nous, on transmet un peu d'expérience. Alors, il y a déjà presque une structure. Vous êtes une structure d'accueil pour permettre à des futurs médecins peut-être de découvrir l'exercice de la médecine ici. Mais il y a aussi tout un dispositif financier qui veut accompagner pour aider à séduire ces étudiants. On va voir tout de suite avec vous, Camille Marie. Vous êtes en 7e année, donc il vous en reste plus que 15 à peu près, c'est ça? Non, 3, c'est ça, vous me disiez tout à l'heure? Environ, jusqu'à la thèse, oui. Ouais. Non, mais il faut vraiment être tenace quand même pour faire ces études. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de venir ici, dans le cadre de vos études? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'expérience? Alors moi, j'avais un peu envie de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire du CHR et de Lille, et je voulais découvrir un autre mode d'exercice de la médecine. Et il est vrai que l'agglomération nous subventionne aussi à hauteur de 25 € par jour de stage, ce qui permet aussi d'effacer un petit peu la distance par rapport à Lille. C'est une vraie aide. Ouais. Oui,
On dit souvent que la génération de médecins ou de futurs médecins généralistes aujourd'hui ont d'autres attentes que les précédentes qui travaillaient 20 heures par jour, qui faisaient des gardes un week-end sur 2, etc. Vous, il y a d'autres ingrédients dans votre projet de vie. Je pense qu'on n'est plus du tout prêt au même sacrifice que nos confrères auparavant. C'est-à-dire qu'on n'est plus prêt à sacrifier nos vies de famille, d'avoir des loisirs à côté, ça c'est très important. Et surtout, on espère travailler en équipe dans des maisons de santé, des pôles de santé. Mmh. Alors, à côté de votre bourse d'aide qui rembourse en gros les frais de déplacement, est-ce que vous savez que si vous engagez à terme, vous avez une bourse possible de 25 200 €? Je vous dis ça, parce que je participe à la séduction. Et vous avez même une aide à l'installation de 10 000 € qui vous serait accordée si vous signez pour venir ici. Au-delà de cette incitation, ça fait partie aujourd'hui de vos hypothèses, de vos possibilités de vous installer ici dans ce territoire? Alors que vous n'êtes pas de la région, je précise. Je ne suis pas du tout de la région, je n'étais pas du tout décidée avant d'arriver ici. Et c'est quelque chose que je peux envisager maintenant. J'ai vraiment été très chaleureusement accueillie autant par les patients que par Madame Séchin. Et pourquoi pas. Il y a une autre chose que vous m'avez précisé aussi, c'est que vous êtes plus collectif qu'individuel. Vous aimez ce travail, vous êtes plus dans le projet maison médicale que le tout-bib tout seul dans son cabinet. C'est un peu effrayant aussi pour un jeune médecin de s'installer et de se dire qu'on va se retrouver seul face à une montagne de dossiers administratifs et d'autres problèmes comme ça. Parce que docteur, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que l'argent qui les fera venir. Il y a autre chose, il y a un vrai projet de vie qu'il faut intégrer si on veut séduire de jeunes médecins. Oui, c'est vraiment pas... c'est une des priorités, surtout pour les faire venir jusqu'ici, parce qu'on est quand même à 100 km du CHR. Donc il faut... le fait de participer aux frais de déplacement, c'est quand même pour eux très important, parce qu'ils ont quand même entre 27 et 30 ans, voire plus. Donc leurs conditions financières en sortant du CHR n'est pas forcément facile. Mais au-delà de ça, oui, en fait, ils ne s'attendent pas trop à avoir... la subvention, c'est bien. Le projet d'installation, l'aide à l'installation, c'est aussi très bien pour avoir du matériel de qualité. Mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir un accueil. Même avant l'installation, on s'est dit, puisque le CHR est à 100 km, dans ces cas-là, puisqu'ils viennent autant qu'ils restent, donc avec le comité qui a été créé par l'AGLO d'attribution des aides, on essaie aussi de réfléchir à une proposition de logement pour eux, pendant leur semestre, qui travaillent un semestre, voire plus, pour eux et aussi pour leurs conjoints. Et donc on essaie aussi, il y a beaucoup de projets en cours pour accueillir les conjoints de médecins, parce que c'est important. Et effectivement, ils nous apprennent à travailler en groupe, et ça devient indispensable d'améliorer la collaboration entre les différents médecins, les paramédicaux, la collaboration ville-hôpital, et ils nous apprennent beaucoup de choses comme ça. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, les aides à l'installation, ça représente déjà 24 bourses accordées, soit un montant total de 31 000 € et une aide de 10 000 € à l'installation. Ça veut dire que visiblement, ça y est, il y en a un ou une qui a été séduit. On espère vous revoir bientôt, Camille. Promis, on va tous dans son cabinet si elle vient s'installer. D'accord ? Merci. Vraiment, tonnerre d'applaudissements pour vous tous d'avoir accepté de passer du temps pour nous, pour eux. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre votre place.